Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission Le Monde canin de Jessica. On en est à la deuxième et aujourd'hui, on nous parle d'évolution canin. Alors, d'où ça vient tout ça? Le chien vraiment descendrait du loup gris, mais les scientifiques ont encore un petit peu de la misère à s'entendre sur le sujet parce qu'en fait, il y a eu deux formes précises de domestication qui s'est créée. Okay. Donc, il y a celle qu'on retrouve en Europe et celle qu'on retrouve en Asie. Et comme, évidemment, ça s'est pas fait au même moment à travers l'histoire, c'est sûr que c'est dur d'exactement trouver un chiffre à mettre vraiment précisément. Mais ce que les scientifiques s'entendent, c'est que la domestication serait faite il y a plus de 15 000 ans. OK. Puis ça vient d'où? Ça part d'où? En fait, comment ça leur a débuté, leur évolution? C'est que tout aurait débuté, en fait, il y a trois théories qui est libre là-dessus. Comment qu'en fait, le loup gris serait devenu le chien d'aujourd'hui à travers les années. C'est qu'au début, en fait, nous, en étant nomades, on se promenait et on avait similairement les mêmes ressources que les meutes, évidemment, de canidés. Donc, évidemment, on vivait de la chasse, on vivait évidemment en suivant les troupeaux, là, que ce soit de proies, etc. Donc, déjà, on se servait du chien. Donc, mais on ne servait pas de la même manière, mais peut-être que, d'après les scientifiques, ce qui serait déjà débuté, c'est qu'il y aurait eu vraiment des contacts indirects vu qu'on suivait les mêmes troupeaux de proies. Donc, à partir de là, il y a déjà un contact indirect qui serait fait où, évidemment, une cohabitation aurait débuté comme cela. Et à partir de là, par exemple, il y avait seulement une cohabitation. Et c'est vraiment à partir de quand on s'est sédentarisé qu'on peut avoir vu apparaître les premiers instants de la domestication. Donc, le pourquoi que ça remonte à environ à plus de 15 000 ans. Okay, c'est encore difficile de dire exactement. Y a-t-il des preuves archéologiques? Oui, il y a des preuves archéologiques qui montrent que justement, qu'on a trouvé un chien qui est vraiment d'aspect, on pourrait dire le Canis lupus familiaris, qui est vraiment né, donc à partir de ces preuves-là. Mais encore là, est-ce qu'il doit y avoir d'autres preuves archéologiques qu'on n'a peut-être pas trouvées encore pour être capable là, de savoir exactement à partir de quand le chien d'aujourd'hui est réellement né. Mais c'est vraiment, la domestication, c'est vraiment débuté quand on a commencé à être sédentaire. Donc, on a commencé à être sédentaire et qu'il y a eu les premiers villages, qu'il y a eu les premières populations, le villageois. Évidemment, les loups gris principalement, auraient commencé à s'approcher des villages pour venir recueillir, en fait, les déchets, pour se nourrir à proximité. Et là, c'est à partir du premier instant de la domestication qu'on voit déjà apparaître un changement au niveau autant génétique, physique, comportemental qui apporte aux chiens d'aujourd'hui. Parce que, sans le vouloir, nos ancêtres avaient un petit peu déjà sélectionné certains traits dans le sens où les individus qui étaient dangereux pour le village étaient probablement éliminés. Ce qui a fait qu'on a déjà sélectionné, sans le vouloir, certains critères, certains gènes de sélection, ce qui faisait que les individus qui restaient près du village, qui pouvaient rester près du village, étaient les individus souvent les plus peureux, les plus dociles, qui avaient le moins possible de comportement agressif, qui étaient moins en protection de ressources, qui étaient plus curieux envers l'homme, envers la femme également. Donc, c'est vraiment là qu'on a pu voir une certaine domestication qui a apparu. Aussi, veut pas, il y a aussi le fait que le loup, à ce moment-ci, a commencé à créer des renforcements positifs envers l'humain parce que l'humain, les villageois, on suppose que des fois, ils pouvaient peut-être les nourrir ou quand ils venaient se nourrir près des communautés, bien, veut pas, ils ont commencé à associer l'homme de façon différente, ce qui a fait que ça a développé une curiosité envers l'homme. Donc, les loups se sont davantage rapprochés des communautés. Ce qui a fait que, tranquillement, pas vite, on suppose que nous, on trouve ça vraiment cute, les chiots ou les louveteaux, ces choses-là. Donc, on suppose que nos ancêtres étaient probablement comme nous et ont dû, à un moment donné, soit probablement éliminer des parents et prendre les chiots, ceux qui ont fait les louveteaux à ce moment-ci et qui ont commencé on a vu les premiers signes vraiment de domestication en lien direct avec l'humain en tant que tel. Ah oui, mais aujourd'hui, le chien, c'est un animal adaptable.
Mais est-ce que comment je dirais ça? C'est parce que, comment je dirais ça? Là, parce que tu m'expliquais que les plus agressifs, on les éliminait. Puis là, moi, j'ai comme vu une tendance qu'on avait tendance à garder des plus agressifs. Au niveau de l'adaptation d'un animal, c'est quoi exactement? En fait, le loup n'a pas eu le choix de s'adapter après ça à l'environnement, dans le sens que les louveteaux qui étaient gardés parmi le village, bien, c'est sûr que c'était le même principe. Ceux qui, en grandissant, avaient trop de comportements agressifs ont été du même coup soit chassés du village ou éliminés. Donc, en gardant, veut pas, les individus les plus dociles, les Mais plus c'est parce que tu curieux. gardes pas les meilleurs chasseurs, dans le fond, je sais pas. Ben, pas nécessairement, parce que le meilleur chasseur n'est pas nécessairement lui qui est plus agressif. C'est vrai. Tout ce qui OK. le chien va effectuer des comportements agressifs dans le but de protéger une ressource, dans le but de se protéger, dans le but de mettre de la distance avec un stimuli qui lui fait peur ou qui est inconfortable. Mais l'agressivité n'a aucun lien précis nécessairement avec tout ce qu'on touche à la prédation, qui est la prédation qui est adaptative à tous les prédateurs, qui est la séquence, en fait, de chasser, allant jusqu'à tuer, dépecer, ingérer, évidemment, la proie. Là. Donc, c'est deux choses complètement distinctes. Là. OK. Mais la différence de taille, moi, c'est ça que j'ai de la misère à comprendre. La différence de taille des chiens. C'est sûr que dès les premiers instants de la domestication, ce qu'on a pu voir apparaître, c'est pas seulement un changement comportemental, mais aussi beaucoup physique. Donc là, les louveteaux qui étaient élevés dans des conditions vraiment humaines, donc dans le village, ont commencé à être plus petits parce qu'ils se déplaçaient moins. Tout ce qui, au niveau touché à leur survie, était un petit peu plus... dans le sens qu'il y avait un taux de survie qui était plus facile parce que là, Ouais. ils ne devaient pas nécessairement combattre d'autres individus, avoir d'autres prédateurs, ces choses-là. Donc, ce qui a fait que déjà, dès la base, au niveau de la génétique, le loup, à ce moment-ci, qui était déjà un petit peu, on pourrait... qui n'était pas entre le loup gris ni entre le chien, qui était entre les deux, a vu vraiment, au niveau aussi physique, des changements énormes se transformer. Donc, il est devenu de plus en plus petit. Sa boîte crânienne, elle est devenue plus grande. On a vu aussi des traits changer au niveau vraiment... du facial de l'animal, donc des yeux plus gros, et tout ça probablement plus pour lui donner un air familier. OK. Aussi. OK. Un petit peu comme les jeunes bébés, tu sais, qui ont des yeux plus ronds, etc., ça nous donne envie de les garder, de les protéger. C'est un petit peu le même principe, mais au niveau là, du chien. Là. OK. Puis là, parce que là, aujourd'hui, c'est carrément un animal de compagnie, mais un chien agressif, comment on peut-tu vraiment... Ça peut-tu changer? Parce qu'un loup, on me dire, c'est parce qu'il y a eu comme une évolution avec le loup. Mais ce que je veux dire, c'est que on arrive avec un loup sauvage, on ne peut pas l'élever du jour au lendemain. Non. Mais un chien agressif, est-ce qu'on peut le faire? Oui, tout se modifie. Certains, par exemple, certains traits d'agressivité vont être plus difficiles à travailler parce que certains peuvent venir génétiquement. D'autres peuvent venir au niveau vraiment des expériences de vie de l'animal qui vient créer après ça des comportements agressifs. Mais un animal n'est pas agressif. Il effectue des comportements agressifs dans le but de. Et ça, on va le voir plus tard. Mais un animal, à la base, n'est pas agressif. OK. Mais parce que là, ça vit en meute. Puis, y a-t-il une différence entre un animal... je vais m'expliquer. C'est que le comportement d'un animal, d'un chien, est-ce qu'il est différent avec un groupe de chiens ou seul? Oui. Des fois, on peut voir aussi tout ce qu'on appelle, en fait, la facilitation sociale, qui est, en fait, un groupe de chiens qui va ne former qu'un. Okay. Donc là, oui, on peut voir des changements comportementaux chez notre chien qui est seul, qui va se modifier quand il va être, oui, en meute. Ça peut arriver parfois, oui. Moi, juste pour te faire comprendre, moi, j'ai des chiens, mais écoute, je m'aperçois que je ne connais strictement rien aux chiens. Donc, à leur évolution, ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Écoute, qui me questionne beaucoup. Alors, mais c'est justement, on parlait des grosseurs, des comportements. Y a-t-il autre chose dans le domaine de l'évolution d'un chien?
Ben, c'est sûr, au moment où on a commencé à avoir les premiers contacts avec les loups gris à ce moment-ci, jusqu'à ce qu'ils deviennent le chien d'aujourd'hui, évidemment, oui, au début, probablement que, tu sais, vraiment, c'est la cohabitation qui s'est faite à cause du fait qu'on avait les mêmes ressources, Bon, la qu'on suivait cohabitation. vraiment Ouais. les mêmes proies. Par la suite, comme je l'ai dit, il y a eu la sédentarisation qui a fait vraiment qu'on a commencé, que les loups se sont rapprochés de nous, qu'on a commencé à avoir des contacts directs avec ceux-ci, qu'on a commencé les premiers signes de la domestication. Et à partir de ce moment-ci, une fois que la domestication a été commencée à se mettre en branle, il y a vraiment l'apparition aussi que probablement que nos ancêtres ont vu aussi toutes les opportunités que le chien pouvait nous apporter à nous, dont justement le fait de chasser pour nous, le fait de protéger aussi, que ce soit le village des autres loups, évidemment, ou des autres prédateurs. On a vu aussi le chien se transformer pour devenir un protecteur, donc protéger aussi autant le bétail, ces choses-là, vu qu'il y a eu aussi les premiers signes d'agriculture aussi qui ont commencé à se développer. Donc, le chien a vraiment évolué comme nous à travers les années. Et on l'a vu vraiment après ça, pas seulement comme un compagnon, mais aussi vraiment comme une utilité. Ouais. Donc, il pouvait être utile à plusieurs, à plusieurs travails de notre quotidien. Ce qui a fait que, principalement, tranquillement, pas vite, nos ancêtres ont un petit peu ciblé certains gènes. Donc, un chien, exemple, ouais. qui était plus fidèle et protecteur, bien, c'est sûr qu'en ciblant et en accouplant toujours le mâle et la femelle qui avaient les mêmes gènes, qui avaient le même tempérament, bien, on est venu à cibler certains traits, autant caractériels, au niveau de la génétique, au niveau du tempérament ou au niveau physique aussi, dépendamment de ce qu'on recherchait. Et c'est sûr que ça s'est fait, comme on l'a dit, là, sur beaucoup d'années, là, donc des millénaires. Mais c'est à partir de là qu'on a vu vraiment les chiens avec différents types de races se former. Donc, tranquillement, pas vite, évidemment, ben là, on a vu les chiens de berger, on a vu aussi, évidemment, tout ce qui est les chiens de protection, tout ce qui est les chiens aussi d'utilité, les gardiens aussi, ces choses-là se former, là, pour en venir jusqu'aux chiens d'aujourd'hui. Mais c'est-tu un choix? Ce que je vais te donner un exemple. Moi, j'ai vu, je regarde, c'est le bouvier qui... Je ne connais pas ça, là, mais je pense que c'est le bouvier qui s'occupe des moutons. Mais on dirait, c'est un bouvier? Ben, tu vois, c'est toutes les catégories de bergers. Bon, c'est ça. On dirait que ces chiens-là, c'est strictement... Tu vois pas là, un Doberman ou un... Tu comprends? C'est ça, un autre exemple. Souvent, un chien policier, c'est souvent un berger allemand. Mais pourquoi ces races spécifiques-là? Bien, souvent, c'est ça, c'est qu'on a sélectionné certains gènes qui fait que, naturellement, ils ont plus de facilité à reproduire ce travail-là. Mais après ça, une autre race qui n'a pas nécessairement été sélectionnée génétiquement pour ça pourrait aussi bien faire un bon travail. C'est juste que souvent, ça va demander beaucoup plus de travail de la part de l'humain pour en venir au résultat qu'on serait capable avec un chien qu'on a vraiment sélectionné génétiquement. Donc, c'est sûr que souvent, les gènes vont faire que vraiment... le chien va l'avoir déjà au naturel parce que c'est vraiment ancré en lui. Donc, c'est ce qui va faire la différence, mais c'est sûr que n'importe quelle autre race pourrait aussi bien servir et faire le même travail. Mais probablement qu'il demanderait beaucoup plus d'entraînement. Mais puis là, j'en viens à ça. On avait parlé de zoothérapie, mais donc la zoothérapie, d'une certaine forme, existait depuis très longtemps. Je parle de la zoothérapie, c'est-à-dire que je vois un enfant qui adore un chien aujourd'hui, c'était la même chose il y a 15 000 ans. Oui, bien c'est sûr que ça, c'est considéré comme vraiment plus... toujours le lien, on a toujours eu un lien, je pense, qui est très rapproché avec le chien. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que le chien, ce n'est pas pour rien qu'on dit que c'est le meilleur ami de l'humain en tant que tel. C'est que c'est le premier animal qui a été domestiqué. C'est plus le meilleur ami de l'homme. Ouais, moi, j'aime mieux dire humain. Je trouve que ça l'englobe vraiment tout le monde. Mais c'est vraiment le premier animal qui a été domestiqué. Donc, c'est vraiment super intéressant à savoir. Puis, c'est aussi le seul animal sur lequel on a un contrôle absolu. Puis ça, on va en parler un petit peu plus tard, là, mais... Ah, OK. Mais où est-ce que je veux en venir, c'est... on parlait
de son comportement au niveau, justement, au niveau, on parlait d'un chien de berger, on parlait de... Mais, et puis là, tu me dis qu'il y a des gènes spécifiques pour chaque chose. Mais est-ce que ça se mêle? Est-ce que ça... Oui, oui, ça peut s'entremêler quand même, là. Et ça, on va le voir plus tard, mais au niveau, c'est sûr, des éleveurs, c'est sûr qu'on a des éleveurs éthiques qui vont peut-être, là, que les gènes se sont moins entremêlés avec le temps, mais évidemment, là, si on parle de tout ce qui est usinage chaud, des éleveurs qui ne sont pas nécessairement consciencieux, ces choses-là, bien oui, évidemment, c'est sûr qu'avec les années, tous ces traits-là se sont un peu... oui, la génétique s'est vraiment mélangée, là, évidemment, là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est dur de savoir si notre chien est vraiment pure race ou pas, à part si on a vraiment les papiers pour le prouver, là. Ah, oui, ben je voyais les palais noirs, c'est-tu... Non, ça, c'est un mythe aussi. Ah, c'est un mythe, ça? Ouais. Ah, OK. Ah, j'ai toujours pensé, moi, il y a le palais noir, c'est un chien pur race. Non. Ah, Non, c'est pas vrai. Ah, tu vois. Mais, question comme ça, en parlant de chien utilitaire, à quoi sert un chihuahua? C'est un chien de famille, on va le voir au niveau des races. C'est un chien vraiment qui a été monté de toutes pièces génétiquement pour vraiment être un chien de compagnie. OK. C'est parce que c'est ça, là, on parle de chihuahua, on parle des mini-chiens, puis tout ça. Je suis pas sûr pour la chasse, ça. Non, c'est pour ça que tu sais, chacun a vraiment été formé pour des critères particuliers. Et ça, on va les voir là, quand on va discuter au niveau des groupes là, de races. OK. Mais ce qui est important de comprendre dans tout ça, c'est que depuis la fin des temps, on a toujours eu un lien étroit avec le chien, que c'est le premier animal qu'on a domestiqué et que dès l'apparition de la cohabitation qui s'est faite avec l'humain, on a vu vraiment des changements chez le chien pour en devenir jusqu'au chien qu'on connaît aujourd'hui. Et aujourd'hui, on l'a, pardon, dans toutes les formes, comme tu l'as dit, dans toutes les différentes grandeurs, sous toute forme de pelage, sous toute forme de couleur, les oreilles tombantes, les oreilles longues, les oreilles relevées, les oreilles recourbées. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, on en a aussi, évidemment, modifié au niveau de l'aspect physique pour qu'il nous plaise aussi. Parce qu'il y a eu des bons côtés, des mauvais côtés, et ça, on va en revenir aussi. Là. OK, parce que moi, moi, bon, tantôt, là, tes chiens étaient ici, là, ils sont sortis, ils n'arrêtaient pas de se tirailler. Mais ils m'ont laissé beaucoup de poils. Moi, j'ai des chiens hypoallergènes. C'est-tu bâti comme ça? Moi, ça, c'est une des affaires que j'ai jamais compris. Comment ça, tu as des chiens qui perdent pas de poils, d'autres qui les perdent? Ben là, comme tu sais, mes chiens qui venaient tout à l'heure sont un petit peu stressés à cause du studio, etc. Fait que là, ils perdent plus de poils. Le chien, dès qu'il est plus stressé, ou des fois, peut avoir certaines conditions aussi de santé. C'est sûr que durant la mue aussi, évidemment, il va y avoir beaucoup plus de perte de poils. Certains chiens... Sinon, en général, les chiens perdent autant de poils, que ce soit les courts ou les poils longs. C'est juste que souvent, les poils courts, on les voit moins. Fait que c'est pour ça que les gens ont tendance à dire qu'ils perdent moins de poils. Au niveau de ceux qui sont comme catégorisés comme hypoallergènes, là, je ne m'avancerai pas trop là-dessus parce que non plus, je ne suis pas vétérinaire, là, donc je n'ai pas toutes ces connaissances-là. J'apprends moi aussi à tous les jours, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que souvent, c'est pas nécessairement le poil, mais c'est vraiment, souvent, les gens sont allergiques plus à la salive ou vraiment, exemple, à la poussière, ces choses-là. Donc, c'est pas nécessairement la texture de poil qui fait toute la différence. Là. Fait qu'il n'y a pas vraiment de chiens qui sont hypoallergènes en soi. Ah, OK. Oh! C'est juste que souvent, c'est la texture, le poil qui fait que le chien perd moins de poils, peut-être se lèche moins, ces choses-là. Là. OK, ça va falloir que je parle de ça à ma blonde. OK. Mais non, mais c'est parce que... Non, mais moi, c'est parce que j'ai 2 shih tzus, puis j'ai jamais de poils à ramasser. OK. Je suis chanceux ou c'est comme ça? Bien, souvent, c'est sûr, il y a certaines textures de poils que les chiens perdent évidemment moins, mais encore là... OK, puis c'est parce que là, on parlait aussi de l'évolution du chien. Le chien d'extérieur et le chien d'intérieur. Écoute, c'est vraiment, là, c'est quelque chose de différent, là. Là, est-ce que tu entends les chiens vraiment, exemple, les chiens sauvages qui sont pas domestiqués, exemple, qu'on retrouve partout à travers la planète, ou on parle vraiment juste des chiens d'extérieur qui sont comme attachés à l'extérieur, ils vivent mais là, exclusivement attends, tu viens de me lancer sur un sujet. Ça existe des chiens sauvages? Oui, en fait, 75 de la population de chiens
sont des chiens sauvages, donc des chiens errants, autrement dit. Et il y a seulement 25 des chiens dans ce monde qui sont domestiqués. OK, ça, je n'étais pas au courant, là. Oui, c'est sûr qu'on en Hey. retrouve moins ici au Québec, tu sais, avec les froids, ces choses-là, ils n'arrivent pas à survivre, évidemment, mais quand on va dans les pays plus d'Asie, en Europe, en Afrique, même chose au niveau, un petit peu vraiment partout sur tous les continents, là, on va retrouver beaucoup de chiens sauvages. Et ce qui est important et ce qui est super intéressant à savoir, c'est que ces chiens-là, leur taux de morsure est beaucoup moins élevé. Pourtant, ils communiquent et sociabilisent. Ils vivent pas dans un monde dit vraiment humain. Ils partagent quand même, on Ouais. cohabite avec eux, mais ils vivent pas dans les maisonnées. Ils savent pas Ouais, c'est tout ça. ce que nos chiens savent au niveau vraiment un peu de l'entraînement canin. Mais le taux de morsure est beaucoup moins élevé et ces chiens-là savent parler le langage chien, ce que nos chiens connaissent très mal dans le 25 là, qui sont évidemment domestiqués. Là. Parce que, je pense que c'est un sujet qu'on va en reparler. La prochaine émission, on parle du chien d'aujourd'hui, difficultés auxquelles il doit faire face et des facteurs préoccupants et aggravants de la santé mentale, physique et psychologique de nos chiens. C'est ce qu'on va parler un peu dans la prochaine émission. Oui. Mais je me garde des questions sur ce sujet-là. Hey, merci beaucoup. Merci à toi.